Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de structure algébrique où aujourd'hui on va rentrer dans le dur. Jusqu'à présent, les définitions, les anneaux, les corps, les morphismes, bon, c'était soft. Là, on arrive dans ce qui ne plaît pas du tout aux étudiants en général. Dès qu'on parle d'anneaux quotient, d'espace quotient, de groupe quotient, on se dit oh là là, on perd la moitié des trucs. Alors que c'est vraiment pas si dur que ça une fois qu'on s'est lancé, qu'on a voulu comprendre en fait. Allez, donc voilà, ça fait longtemps que je me dis il faut que je fasse ça quand même pour bien expliquer, donc c'est parti. Allez, une petite table des matières pour que vous voyez un petit peu de quoi il va être question, est-ce que ça vous intéresse ou pas. Je vais rappeler un peu de vocabulaire sur relation d'équivalence, les classes d'équivalence, tout ça. Je vais montrer en fait comment on peut généraliser Z sur NZ. Donc évidemment, si vous connaissez déjà Z sur NZ, sinon ce sera un cas particulier. Donc voilà, je vais je vais montrer à quelles conditions est-ce qu'on a une relation d'équivalence, etc., etc. Je vais définir l'anneau quotient, je vais donner plein d'exemples. Je vais vous parler des nombres réels, qui sont un exemple d'anneau quotient en fait, figurez-vous. Je vais expliquer qu'est-ce qu'on obtient quand on quotiente par un idéal premier, par un idéal maximal, etc. Je vais faire la preuve annoncée dans la vidéo précédente sur les idéaux que tout idéal maximal est premier. Et puis, je vais vous montrer un théorème d'isomorphisme, un truc que certains considèrent comme fondamental, qui est très important bien évidemment, et donner quelques petites applications. Allez, on est parti, on s'accroche. Là, on va faire de l'algèbre un petit peu subtile. Donc un petit peu de rappel vocabulaire, donc si je prends un ensemble quelconque, E, et R est une relation d'équivalence si elle est binaire, réflexive, symétrique et transitive sur E, bien évidemment, on l'a déjà vu, hein, sinon j'ai fait des vidéos là-dessus pour expliquer. Et donc on note généralement x point la classe d'équivalence de x, c'est-à-dire l'ensemble des éléments y de E qui sont en relation avec x. Hein. Okay, l'ordre n'a pas d'importance, vous savez, parce que c'est une relation symétrique. Donc l'ensemble de quotient, c'est l'ensemble des classes d'équivalence, et on a déjà vu que c'était formé une partition hein, de l'ensemble E, d'accord. En fait, une relation d'équivalence, c'est une façon de trier des éléments, en fait. Vous voyez, de dire ceux qui sont équivalents à x1, ceux qui sont équivalents à x2, ceux qui sont équivalents à x3, ceux qui sont équivalents à x4, etc. Bref. Donc voilà, on appelle E sur R l'ensemble des classes d'équivalence. Et l'application qui à chaque élément de E associe sa classe d'équivalence, on appelle ça la projection canonique, d'accord, de E dans le quotient. Ok, voilà pour le rappel de vocabulaire. Si ça vous dit rien, c'est même pas la peine de continuer. Hein. Allez voir la vidéo sur les classes d'équivalence et sur les relations d'équivalence. Sinon, on va pouvoir commencer. Donc, Z sur NZ, qu'est-ce que c'était? Rappelons-nous, Z sur NZ, c'était l'ensemble quotient qui était obtenu en prenant une relation de congruence modulo Z. Hein. C'est-à-dire que les classes d'équivalence de Z, modulo la relation de congruence modulo N, qui était définie comme ça. On disait que X et Y étaient congrus modulo N si leur différence était un multiple de N. Ok? Donc voilà, on a montré que ça c'était une relation d'équivalence, et on a dit des classes d'équivalence, donc c'est Z sur NZ. Ok? Et donc, je vais essayer de faire la même chose dans un anneau, d'accord, commutatif quelconque. Donc, j'ai dit unitaire parce que voilà, mais ne vous embêtez pas parce que j'ai dit dans la définition qu'il y avait toujours un 1 dedans, ça veut dire que c'est pas l'anneau nul. Mais enfin. Ok, et puis donc un idéal inclus dans A. Et je vais définir une relation R sur A de la façon suivante. Je vais généraliser ça. Donc ça, rappelez-vous, dans Z, ce sont les idéaux. NZ, ce sont les idéaux de Z. J'ai démontré dans la vidéo précédente. Donc, je vais essayer de généraliser ça. Voilà, donc je vais dire, tiens, allez hop, je vais prendre une partie de A, et puis je vais essayer de voir si je peux généraliser au maximum hein, une relation X, relation avec Y, c'est seulement si X moins Y est dans I. Voilà. Donc I, a priori, aucune hypothèse dessus, on va voir ce qu'on a besoin pour que ce soit une relation d'équivalence. Ça, c'est bien une relation binaire déjà. Ok. Donc effectivement, il n'y a pas de raison, a priori, que ce soit une relation d'équivalence. Hein, on va regarder. Voilà. Là, je généralise comme un barbare, cette formule comme ça, et on va voir. Donc pour que la relation R soit une relation d'équivalence, elle doit être réflexive, symétrique et transitive. Là, on va voir ce que ça nous dit sur l'ensemble I. Donc le fait qu'elle soit réflexive, ça veut dire que pour tout x dans A, on doit avoir x en relation avec x. Donc ça veut dire que x moins x doit être dans I. Autrement dit, voilà que 0 de A doit être dans I. Ok, première condition, voilà. 0 doit être dedans, ok, jusque-là, pas bien compliqué. Ensuite, pour que ce soit symétrique, donc x est en relation avec y doit être équivalent au fait que y est en relation avec x, pour tout x et y dans A. Et donc ça veut dire que si x moins y est dans I, y moins x est dans I. Ok, alors ça, si on réfléchit un petit peu bien, un cas particulier, ça veut dire, si je prends x égale 0, vous voyez, c'est que si y est dans I, moins y est dans I. D'accord, ou avec x, quel que soit x dans A, si x est dans I, moins x doit être dans I. C'est un cas particulier, puis en fait, c'est le même cas, parce que si on a ça pour tous les x, je peux l'appliquer à x moins y. Si x moins y est dans I, et y moins x est dans I. Vous voyez. Donc voilà, c'est une formulation, en fait, c'est complètement équivalent, c'est juste un petit peu plus simple de dire ça. Pour tout x dans A, si x est dans I, moins x doit être dans I. Alors maintenant, la transitivité. Donc,
Si x est en relation avec y, y est en relation avec z, on doit voir x en relation avec z. Autrement dit, si x moins y est dans i et y moins z est dans i, alors on doit voir x moins z qui est dans i. Ok? Mais ça, si on y réfléchit bien, si j'appelle celui-là a, celui-là b, eh ben, ça revient au même de dire que si a est dans i et b est dans i, alors a plus b, parce que ça c'est la somme des deux, hein, x moins y plus y moins z, ça fait x moins z, a plus b est dans i. Okay, c'est une reformulation de la même chose en fait, j'ai appelé a x moins y et b y moins z, j'obtiens ça. Ok, et donc voilà, si finalement je garde ce qu'il faut, pour que ce soit une relation d'équivalence, il faut que 0 soit dedans, soit stable par passage à l'inverse et que ce soit stable par somme. Et donc tout ça, comment ça se résume? Si vous avez suivi ce qui précède, par I est un sous-groupe de A muni de l'addition. Non vide, contient l'élément neutre, stable par addition et par passage à l'opposé. Ah ah! Vous croyez qu'il fallait que ce soit un idéal, hein? C'est un piège. Non, un sous-groupe, ça suffit. Ok, c'est une relation d'équivalence. Bon. Donc très bien, maintenant je suppose que I est un sous-groupe de A+, hein, dans tout le reste de la suite. Et donc voilà, bah, du coup, X, si je prends X un élément quelconque, et dire que Y est dans la classe d'équivalence de X, ça veut dire que Y moins X est dans I. D'accord? Et donc voilà, et donc ça veut dire qu'il existe un J tel que Y soit égal à X plus J, où J est dans I. Alors je ne l'ai pas appelé petit I parce que c'était le sous, je ne vais pas confondre avec les complexes et tout ça, donc voilà. Ok. Et donc finalement la classe d'équivalence de X, ben, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent comme ça. X plus J, où J est dans I. Hein. Donc cet ensemble-là, on le note X plus grand I. Vous voyez, c'est standard. Hein. X plus n'importe quoi dans grand I. Ok. Parce que là, tout va bien. Donc la classe d'équivalence de X, voilà, on va la noter X plus grand I. Ok, donc voilà, même dans Z sur NZ, hein, 3 points, on aurait pu l'appeler, je vais dire, 3 plus NZ. Bon, c'était un peu pénible, donc on l'appelle 3 points, mais voilà. Et donc l'ensemble quotient, bah, c'est l'ensemble de X plus I, où X est parcours A, hein, d'accord, donc c'est... Voilà, et on le note alors A sur I, donc ça c'est la nouvelle notation, c'est ça, d'accord. Au lieu de noter A sur R, où R est la relation X moins Y appartient à I, on note directement A sur I. Donc ça c'est une notation qu'il faut connaître, hein. Si I est un sous-groupe de A sur I, c'est l'ensemble quotient ici, d'accord, défini comme ça, ces classes d'équivalence là. Évidemment, ce n'est pas qu'un ensemble, il va y voir qu'il y a des propriétés, mais pour le moment, on ne sait pas. Ok, donc comment on peut faire la somme de deux classes d'équivalence? Bon, bah, alors c'est pas bien compliqué, A plus B, bah, c'est A plus I plus B plus I. Bah, je veux dire, vous voyez bien qu'une somme de deux éléments comme ça, bah, ça fait A plus B plus un élément de I, puisque I est stable par addition, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, si je veux multiplier deux éléments comme ça, c'est-à-dire je fais A plus I fois B plus I, alors là c'est un petit peu plus subtil, mais est-ce que c'est AB plus I? Tout le temps, vous voyez, il faut un petit peu regarder. Bon alors, bah, il faut donc que si je prends n'importe quel x là dans A plus I, et n'importe quel y dans B plus I, bah, le résultat, x, y, ce soit dans AB plus I. Hein, c'est ça que je voudrais pour pouvoir définir la multiplication comme ça, ce qui serait quand même assez standard. Eh bien, alors qu'est-ce qu'il faut? Bah, donc, je vais regarder, hein. Si x est dans A plus I, donc x s'écrit comme ça, y est dans B plus I, donc y s'écrit comme ça, je multiplie, alors ça fait AB, ok, bon, très bien, plus JB, plus AK, plus JK. Ok? Donc, bon, bah, il y a AB, ok. Alors maintenant, tout ça, est-ce que c'est dans I? Ben, JB, AK plus JK, on ne sait pas trop. Si je prends un cas particulier, J égale 0, allez hop, je vois que il faut que j'ai AK qui soit dans I, d'accord, hein? Pour tout A, dans A, AK doit être dans I. Pour tout K dans I, et dans tout A dans A, AK doit être dans I. Mais ça, quels sont les sous-groupes qui vérifient ça, vous voyez, hein, ça c'est marrant ça. Il faut que mon I soit un sous-groupe qui vérifie que quand je multiplie par n'importe quel élément de A, c'est encore dedans. Ah, bah, I doit être un idéal, ça y est. Vous aviez raison, évidemment qu'on quotiente par des idéaux. Et c'est pour ça que la notion d'idéal est si importante. Mais c'est pas pour définir. Pour définir, j'ai pas besoin que ce soit un idéal assuré. Par contre, pour que je puisse définir une multiplication sympathique, cohérente, c'est-à-dire que voilà, eh ben, I doit être un idéal. Donc c'est pour ça qu'en fait on ne fait que des quotients que par des idéaux. Alors dans la théorie des groupes, on fait des quotients par des sous-groupes, hein, mais dans les anneaux quotients, c'est uniquement par des idéaux en fait. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle I, hein, c'est un idéal. C'était dur à deviner. Ok. Donc par la suite, I sera toujours un idéal de A, qui est toujours un anneau commutatif, tout ça. Et donc ben, on définit deux lois maintenant sur A sur I, qui est de la façon suivante, hein, ok. Donc c'était fait pour, hein, ok. Donc voilà. Et ben, ce que je prétends, c'est que muni de ces deux lois, on obtient un anneau commutatif. Ok, donc c'est pas prouvé, on est bien d'accord. Hein. L'élément neutre de A sur I, hein, la classe d'équivalence neutre, c'est quoi? Donc 0 de A sur I, bah, en fait c'est la classe de 0, donc c'est I. Hein, ok, bah, voilà, parce que ouais,
A plus I, bah, ça fait A plus I, donc ça ne change rien, ok, on est d'accord. Puis ensuite, bah, c'est quoi l'élément neutre? Bah, c'est pareil, hein, voilà, il faut que ça ne change rien. Bah, la classe, c'est 1 plus I, parce que comme ça, A fois 1, bah, ça fait 1, A. Donc c'est la classe de 1, ok. Pas très surprenant jusque-là. Et puis alors maintenant, bah, il faut alors vérifier. Là, j'ai par exemple vérifier la distributivité. Ok, je ne vais pas faire toutes les. Hein, je vous en fais une, c'est une des plus pénibles, et puis après, il faut tout vérifier. Hein. Alors, pourquoi c'est distributif? Donc A plus I fois une somme de deux trucs. Alors on dit ça, donc ça fait A plus I fois cette somme-là, hein, par définition, ok, bon, d'accord. Et donc, ben, on développe tout ça, donc ça fait A fois B plus C, plus I fois un truc, ça fait dans I, hein, plus I fois A, ça fait aussi dans I, plus I fois I, ça fait un truc dans I. Donc en fait, finalement, on obtient A fois B plus C, plus I. Et ça, je peux le développer, parce qu'on est dans un anneau, ah, d'accord, il n'y a pas de souci, donc ça fait AB plus AC plus I. Okay. Et donc ça fait AB plus I plus AC plus I. Pourquoi? Parce que je peux même prendre 0, là, c'est dans I. Hein, donc voilà. OK. Et donc ça, bah, si on y réfléchit bien, ça fait bien, hein, c'est la formule qui est là. A plus I fois B plus I, plus A plus I fois C plus I. OK, donc voilà, donc finalement, on a bien montré que ça fois ça plus ça fait ça fois ça, plus ça fois ça, ok. Et donc, enfin, c'est pas plus compliqué que ça, mais c'est un peu fastidieux, donc vous imaginez bien que je ne vais pas faire ça pour toutes les propriétés, mais faites confiance, hein, comme pour Z sur NZ, on obtient bien un anneau commutatif, quoi. Ok. Allez, donc, ce que je voulais rajouter, tiens, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave, c'est que la projection, maintenant, de A, dans A sur I, la projection canonique, vous voyez, c'est qu'il y a A associe la classe d'équivalence de A, donc A plus I, bah regardez bien, c'est fait pour l'image de, vous voyez, de A plus B, bah c'est l'image de A plus l'image de B. L'image du produit AB, c'est l'image de A plus fois le produit, l'image de B. Donc cette application-là, c'est un morphisme d'anneau, d'accord? D'accord. Donc voilà, c'est important. La projection canonique est un morphisme d'anneau, de A dans A sur I. Et puis son noyau, bah, c'est I. Bah pourquoi? Parce que, hein, vous l'avez vu, l'élément neutre là-dedans, c'est justement voilà, la classe de 0, donc c'est tous les éléments de I. Ici, vous voyez, c'est dans I plus I, donc ça donne 0 ici. Okay. Donc voilà, donc c'est rarement injectif, parce que sinon ça veut dire qu'on a quotienté que par 0, et donc l'idéal ici, c'est le même anneau qu'au début. Donc pour le coup, là, c'est pas un morphisme injectif, mais bon, c'est quand même un morphisme. Voilà. Allez, des exemples. C'était prévu, hein, parce que je dis ça, mais c'est que ça va servir à quelque chose quand même. Alors allons-y, tiens, pour rigoler, je prends donc l'anneau des polynômes à quotient R, et puis je prends un idéal. Alors je vous rappelle que je vous ai dit dans la vidéo précédente que c'était un anneau principal, donc tous les idéaux sont engendrés par un seul polynôme. Donc je prends l'idéal engendré par le polynôme x au carré plus 1, ok, tout va bien, donc les multiples de x au carré plus 1. Qu'est-ce que ça peut bien faire que A sur I, hein, c'est ça la question. Donc on va essayer de réfléchir. Donc prenons un polynôme quelconque, voilà, P égale ça, ok, bon, très bien. Et je veux savoir, en fait, quelle est sa classe, hein, modulo x au carré plus 1, quoi. Comment je peux essayer de voir à quoi il est égal, à quoi il est congru, modulo x au carré plus 1. Donc je divise par x carré plus 1, ok. Vous voyez, c'est comme dans z sur nz, hein, vous savez, 27 c'est congru à quoi, modulo 8. Bah, je fais 27 divisé par 8, voir combien il reste, quoi. Donc c'est la même idée, donc on fait la division de ça par ça, puis c'est bien parce que ça permet de réviser un peu la division euclidienne des polynômes, ce qui est toujours sympa. Donc comment on fait pour diviser ça par ça? On regarde par combien il faut multiplier x2 pour obtenir 2x3, et donc par 2x. Ok, et donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai trouvé le quotient, je fais 2x fois tout ceci, et je le retire. Donc je fais 2x3 plus 2x, hop, je le retire à ça, 2x3 moins 2x3, et là moins 2x. Donc j'obtiens moins 3x2, plus 2x, moins 5. Jusque-là, pas trop dur, donc maintenant je regarde, oh, par quoi il faut que je multiplie x2 pour obtenir moins 3x2? Par moins 3. Ok, donc voilà, moins 3x2, ok, moins 3, donc hop, je fais plus 3x2, plus 3, donc ça s'élimine, c'est incroyable, et hop, j'obtiens 2x moins 2. Et donc, vous voyez, ça veut dire que voilà, ce polynôme-là, c'est égal à un multiple de x au carré plus 1 plus 2x moins 2. Autrement dit, P est congru à 2x moins 2, modulo x carré plus 1. Et en fait, on peut faire ça pour n'importe quel polynôme, d'accord? On divise par x au carré plus 1 et on va trouver toujours un polynôme de degré plus petit que, ou égal à 1, en tout cas strictement plus petit que 2, hein, puisqu'en divisant par un polynôme de degré 2, le reste est forcément de degré plus petit. Et donc, finalement, on peut voir ce quotient, là, je peux l'écrire en fait, finalement, comme que des polynômes de degré 1, que des classes d'équivalence de polynômes de degré 1 plus i. Vous voyez, c'est comme dans z sur nz, en fait, rappelez-vous, hein, c'était que des nombres plus petits que n, en fait. Les classes d'équivalence des nombres plus petits que n. Là, c'est pareil. Je peux considérer qu'il n'y a que les classes d'équivalence des polynômes de degré 1. Okay, pourquoi? Parce que n'importe quelle autre classe d'équivalence, en fait, je peux, en divisant par x carré plus 1, trouver un représentant de degré plus petit que 1. Donc vous voyez, au lieu d'écrire, hein, voilà,
toutes les classes de tous les entiers, bah, je disais juste les classes de 0 à n-1, bah là, pareil, cet ensemble quotient-là, je peux l'écrire comme l'ensemble des classes des polynômes de degré 1, à x plus b. Ok, bon, alors on va me dire très bien, mais bon, c'est chouette, mais c'est un anneau sympathique, mais enfin bon, pourquoi on voit ça? Mais est-ce qu'il y a une surprise? Alors, continuons. Donc on a vu que c'était ce truc-là. Alors maintenant, comment ça se passe, les opérations? Multiplication entre ces deux trucs-là. Si je multiplie ça par ça, bah, vous avez compris, hein, j'ai le droit de multiplier ça, puis j'ajoute plus i à la fin, on a dit, ok, on multiplie les deux polynômes ax plus b et cx plus d, donc ça fait acx au carré, plus bc plus adx plus bd, plus i. Bon, bah, c'est la formule, ok, et alors? Bon, bah, en fait, le truc, c'est que x au carré, si j'y réfléchis bien, enfin, je vais le mettre en facteur pour être sûr, je peux retirer ac fois x au carré, vous voyez? Parce que x au carré plus 1, c'est 0, hein, c'est dans i. D'accord? Donc voilà, je peux dire, tiens, mais je vais faire moins ac fois x au carré plus 1 pour éliminer le x au carré qui est là, vous voyez? Parce que c'est un élément de i. Hein. Donc là, je suis défini à i près, vous voyez, c'est comme les congruences. Hein. Je peux rajouter x au carré plus 1, enlever ac x au carré plus 1, ça fait le même élément, la même classe d'équivalence, hein, parce qu'il y a le plus i qui est là. Et donc, hop, 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 ça me fait permettre de faire disparaître le ac carré, et donc à la fin, j'obtiens finalement que j'ai bc plus ad fois x, plus bd moins ac, parce qu'il y a quand même le moins ac qui est là, qui arrive, plus i. Ok? Donc voilà un beau calcul. Oui, alors ça, c'est un peu la question qu'on peut se poser, c'est mais qu'est-ce qu'il fait là? Alors, rassurez-vous, ça vient. Donc voilà comment on peut multiplier. C'est-à-dire que vous voyez, si j'avais ax plus b, cx plus d, ben, le produit, la classe d'équivalence de degré 1, voyez, si je calcule le reste, modulo x plus 1, dans ces représentations-là, le produit, en fait, la formule est ici. Bon, ok, bc plus adx et bd moins ac. Bon, et alors? Ben alors, c'est là que ça vient. Si je multiplie mon complexe ai plus b et ci plus d, bon, vous faites le calcul, vous allez voir, c'est pas bien compliqué, mais comme i carré vaut moins 1, vous allez trouver que ça fait bc plus adi plus bd moins ac, dis donc. Oula! C'est exactement la même chose. Autrement dit, vous voyez, si je prends l'application qui a ax plus b plus i associe le nombre complexe ai plus b, ben ça se multiplie pareil. Et puis en fait, c'est pas dur de voir que ça s'ajoute pareil aussi. Hein. Et donc finalement, cette application-là, qui a la classe d'équivalence associe le nombre complexe ai plus b, ben, c'est un isomorphisme. Alors voilà, il faut vérifier que c'est bijectif et tout, mais c'est pas dur. Là, sur surjectif, il y a tous les a et b dans R, donc j'obtiens bien tous les éléments de C. Ok, injectif, bah parce qu'il n'y a pas d'élément ici. Pour que ça donne 0, il faut que ce soit égal à 0 et 0 ici, d'accord? Donc voilà. Et bah, c'est la même chose. Alors pour l'addition, c'est évident, et pour la multiplication, je viens de prouver, regardez, les formules sont les mêmes. Je multiplie ici ou je multiplie ici, ce sont les mêmes formules. Ok? Donc en fait, cet anneau-là qui a l'air compliqué, c'est l'ensemble des nombres complexes. En fait. C'est une façon de le définir, en fait. Hein? Quand, des fois, on dit au terminal, là, je ne comprends pas, c'est quoi ce i là, qui est au carré fois moins 1? I, c'est la classe d'équivalence de x dans ce quotient. Voilà. Définition. On prend r de x sur x carré plus 1. La classe d'équivalence de x, on l'appelle i. Et donc les éléments ax plus b plus i, bon, on les appelle ai plus b et paf. C'est comme ça qu'on peut définir les corps des nombres complexes algébriquement sans se prendre la tête. Vous voyez? C'est chouette, non? Formidable. Hein. Jusqu'à présent, on disait, bon voilà, on imagine que c'est dans un plan, que les nombres, tout ça, i carré, truc. Définition algébrique, hop. J'ai R, tout ça, tout va bien, R de x, polynôme quotient dans R, hop, x carré plus 1, je quotiente, clac, boum, le résultat, j'appelle C. Voilà. Ah, c'est chouette, non? C'est la vraie définition, enfin vrai, il n'y a pas de vrai, mais une définition algébrique simple des nombres complexes, blabla, voilà. Donc voilà, je voulais quand même vous montrer ça. Allez, il y a un autre exemple. Si je prends les polynômes à quotient dans Q maintenant, et puis je prends un idéal engendré, alors Q est un corps, donc c'est encore un anneau principal, par x carré moins 2. Allez, allons-y, qu'est-ce que ça fait? Donc maintenant, vous avez compris que si je divisais par n'importe quel polynôme par x carré moins 2, le reste est de degré plus petit que 1. Donc comme dans z sur nz, ça va s'écrire les classes des polynômes de degré 1 plus i. Donc ça, c'est la même chose que pour le cas précédent. Ok, puis alors cette fois, comment ça se multiplie ces trucs-là? Bon, bah, la formule normale, ça c'est toujours la même. Mais maintenant, comment je vais pouvoir réduire ça? Donc je vous rappelle cette fois, x au carré moins 2 vaut 0 en fait dans le quotient. La classe de x au carré moins 2, c'est 0. Autrement dit, x au carré et 2, c'est pareil. Tout à l'heure, je pouvais remplacer x au carré par moins 1 en fait. Bah, là, je peux remplacer x au carré par 2. Donc ça, en fait, c'est pareil que AC x au carré moins 2 plus 2AC. Voilà, j'ai fait le détail, mais bon, bref. Donc ça dégage. Donc finalement, ça fait cette formule-là. Vous voyez, ça, je le remplace par 2. Quoi. Donc BC plus ADX, BD plus 2AC plus I. Voilà la formule de produit. Ok. Et alors, pourquoi c'est chouette? Bah, parce qu'en fait, maintenant, on comprend, vous voyez, que ça, c'est pareil que les éléments qui s'écrivent A alpha plus B, d'accord, tels que, hop, cette fois, alpha au carré soit égal à 2. Hein, si je multiplie ça par ça, vous voyez, il faut que x au carré soit égal à 2, et puis du coup, bah, ça fait exactement les formules de calcul qui sont là. Quoi. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle Q de racine de 2. Vous savez, c'est celui où vous avez montré que c'était un corps, là.
dans la vidéo, dans une des vidéos précédentes là. Ok? Donc c'est un exercice hein, sur les anneaux, montrer que q de racine de 2 était un corps. Mais en fait, voilà, q de racine de 2, en fait, on peut le définir comme q de x quotienté par x au carré moins 2. Un autre exemple d'anneau quotient. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui sont des anneaux quotients, en fait, on n'en est pas compte. Considérons maintenant, allez, la sphère unité dans K3. Je prends un corps K, qui va être Q, R, Z, enfin, ERC, pas Z. Hein. Bon. Donc voilà, donc pourquoi pas. Et j'ai fait un peu de géométrie algébrique, j'adore ça. Donc la sphère unité, voilà. Hop là, voilà. Donc c'est l'ensemble des éléments qui fait x au carré plus y au carré plus z au carré égale 1. Bon, très bien. Eh bien, je prends une application polynomiale, d'accord, donc qui va de ma sphère dans K, autrement dit, une application qui est définie par un polynôme. Phi de x, y, z, c'est P de x, y, z. Okay. Jusque-là, pourquoi pas, quoi. Où P est un polynôme à coefficient dans K. Ok, bon. On peut toujours hein, voilà, définir, faire des multiplications, des produits, de trucs, voilà, des coordonnées. Hein. Ok. Bon, maintenant, si je suppose que Q, c'est un polynôme qui s'écrit P plus un multiple de x au carré plus y carré plus z carré moins 1. Ben, en fait, pour n'importe quelle valeur, phi de x, y, z, c'est-à-dire P de x, y, z, c'est pareil que Q de x, y, z. Hein. Vous voyez bien, parce que ça vaut 0. Quoi. Quand je remplace par des éléments, des coordonnées d'éléments sur la sphère, ça vaut 0. Donc en fait, ils ont la même image. Et ce polynôme P et ce polynôme Q, en fait, ils donnent la même chose si je les évalue uniquement sur la sphère. Et donc là, je me rends compte que finalement, les fonctions d'application polynomiale qui sont définies sur S2, en fait, finalement, bah, elles sont définies à ce polynôme-là près, finalement. Vous voyez? Et donc, je peux les identifier, en fait, au quotient de tous les polynômes x, y, z quotientés par cet idéal-là, puisque tous les multiples de ça valent 0. Et donc, si deux polynômes sont égaux modulo les multiples de lui, eh ben, ça donne 0 à la fin. Et donc, hop, finalement, je peux prendre que les fonctions modulo ça, vous voyez, hein, c'est l'ensemble des applications polynomiales sur la sphère, en fait, bah, c'est les polynômes de 3 variables quotientés par cet idéal-là. Donc c'est comme ça qu'on définit voilà, les fonctions polynomiales sur la sphère. Et en fait, plus généralement, hein, en géométrie algébrique, comment on définit les fonctions polynomiales, donc algébriques, sur une surface algébrique? Donc alors, définissons une variété algébrique affine de k puissance n, c'est l'ensemble des zéros communs d'un nombre fini de polynômes à n variables. Oh là 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 là. C'est pas grave, c'est plane un peu, on reviendra un peu sur Terre, mais c'est juste pour vous dire que les anneaux quotients, c'est vital en géométrie algébrique. Voilà. Donc si je prends donc, des polynômes P1, P2, Pk, hein, ça me définit k équations en n variables, donc en dimension n, là, donc voilà, donc k de x1, x2, xn, et je prends les zéros communs de tout ça, ça peut faire des belles surfaces comme ça, des trucs très jolis. Eh bien, quelles sont les fonctions définies là-dessus? Ben, c'est défini par un quotient, parce qu'effectivement, maintenant, voilà, j'appelle V cette belle surface, l'ensemble des zéros de P1, P2, Pk. Et j'appelle J l'idéal formé par tous les polynômes qui s'annulent sur V. Alors, c'est bizarre, parce que, bah, attends, c'est pas l'idéal engendré par P1, P2, Pk, évidemment. L'idéal engendré par P1, P2, Pk s'annule sur toutes les surfaces V. Mais en fait, il peut y en avoir d'autres. Si par exemple P1, c'était, je sais pas moi, x au carré, bah, il y a x aussi qui s'annule partout, donc bref. C'est justement le radical de cet idéal-là, mais je ne veux pas donc partir trop loin. Donc je prends l'idéal de toutes celles qui s'annulent sur V, donc tous les polynômes s'annulent sur V, hop, et ben c'est un idéal, ça c'est facile à prouver. Et le quotient, boum, c'est ce que j'appelle l'anneau des applications régulières sur V. Donc vous voyez, c'est ce qu'on étudie, dès qu'on étudie une variété algébrique, on va étudier l'anneau des applications régulières sur V. Donc c'est un truc essentiel en géométrie algébrique, mais je ne vais pas en parler plus. Voilà. Pour montrer que, par exemple, un jour, je ferai peut-être une vidéo pour montrer que cet idéal-là, c'est le radical de l'idéal des P1, P2, Pk, ça s'appelle le Nuch-Telensatz, ce théorème. Enfin bon, là, on dépasse encore le cadre de la licence de maths. Hein. Bon, allez, les nombres réels. Bon, les nombres réels, a priori, on voit ce que c'est. Hein. Ben, figurez-vous que si je prends donc dans C, donc dans l'ensemble des suites à coefficients, donc les suites plutôt à termes rationnels, donc les suites de nombres rationnels, je prends les suites de Cauchy, d'accord? Et j'appelle C. Alors, la suite de Cauchy, j'espère que vous savez ce que c'est, hein, ce sont les suites dont la différence des termes devient très 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 petite. Hein. Vous savez, quel que soit epsilon, à partir d'un certain cran, xn moins xn plus, enfin xp moins xq pour p q plus grand que ce rang et plus petit qu'epsilon. Ouais. Bon, si vous ne savez pas, je ne pense pas que vous avez compris avec ça, mais c'est ça. C'est les termes, vous voyez, les suites ou les nombres, la différence entre les termes devient vraiment très 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 petite quand ça est infini. La présentation mentale qu'il faut avoir de ça, c'est que ce sont les suites qui convergent en fait. Hein. Mais ce n'est pas la même chose parce que des fois il peut y avoir des trous, donc ça peut converger vers un nombre qui n'existe pas, vous voyez. Donc bref, donc je prends l'ensemble des suites de Cauchy de nombres rationnels, ok, et je prends C0, l'ensemble des suites de nombres rationnels qui convergent vers 0. Bon, jusque-là, l'ensemble des suites qui vont vers 0, jusque-là tout va bien.
On peut montrer que ça c'est un idéal, c'est pas compliqué, parce que multiplié par une autre suite qui ne tend pas forcément vers 0, bah, ça tend vers 0. Enfin, si c'est une suite de Cauchy, hein. Donc ça ne peut pas tendre vers l'infini une suite de Cauchy. Hein. Okay. Bon, bref. Donc je ne démontre pas tout, un jour je ferai peut-être une vidéo sur la construction de nombres réels, vous avez qu'à le demander en commentaire si vraiment ça vous dit. Et en fait ça, C c'est un anneau, on peut le prouver, c'est pas bien compliqué. C0 c'est un idéal de C, ça peut prouver aussi. Et C sur C0 c'est un corps. Okay. Et puis il existe un morphisme d'anneau injectif de Q dans C sur C0. Alors ça est morphisme d'anneau injectif, vous vous rappelez, ça veut dire qu'on peut voir que Q est inclus en fait dans C sur C0. Morphisme injectif, ça veut dire ça, que l'image de Q, finalement, c'est un truc isomorphe à Q qui est dedans. Donc en fait, c'est un corps qui contient Q. D'accord? C sur C0, c'est un corps qui contient Q. Okay, voilà. Et en fait, bah, c'est ce qu'on appelle R. C'est ça, une définition, et on a vu une définition de C, une définition de R possible, il y en a d'autres, c'est justement C sur C0. Donc voilà, je ferai peut-être une vidéo pour expliquer, pour démontrer tout ça en détail, mais c'est la construction de Cauchy du corps des nombres réels, bah, c'est celle-là. Donc vous voyez, c'est vraiment les anneaux-quotients, en fait, vous les utilisez sans le savoir depuis très très longtemps. Allez, une petite propriété. Donc je rappelle qu'un idéal est premier, ça veut dire que si un produit de deux éléments sont dans l'idéal, alors soit l'un soit l'autre est dans l'idéal. Soit les deux. Hein. Okay. Eh bien, si on quotiente par un idéal premier, eh bien, on obtient un anneau intègre. Et puis en fait, c'est réciproque, un idéal est premier, c'est seulement si son quotient est intègre. Donc ça, c'est bien, c'est une reformulation de la propriété d'un idéal et de premier en termes d'anneaux quotients, parce qu'évidemment, les anneaux quotients donc, sont partout. J'espère que maintenant, j'ai commencé à vous en convaincre. Il y a beaucoup de choses sur les anneaux quotients, et donc voir si l'anneau est intègre ou pas, bah, il faut voir si on a quotienté par un idéal premier ou pas, en fait. Alors, bon, c'est pas bien compliqué, pourquoi? Parce que A sur I intègre, ça veut dire que bah, si un produit de deux éléments dans A sur I vaut 0, autrement dit, vaut I, alors soit A plus I égale I, soit B plus I égale I. OK? Et donc ça, c'est équivalent à quoi? Bah, comme ça, c'est A fois B plus I. C'est-à-dire que si A fois B plus I égale I, bah, A est dans I ou B est dans I. Mais ça arrive comment? Seulement si A et B est dans I. Donc si A et B est dans I, alors A est dans I ou B est dans I. Donc ça, c'est des équivalences tout le long, en fait. Hein. Donc voilà, ça veut dire que l'idéal est premier. Ça veut dire que l'anneau est intègre. Donc c'est vraiment très facile, mais quand même, c'est pratique. OK? Alors maintenant, une autre propriété. Je rappelle qu'un idéal est maximal si on ne peut pas l'inclure dans un idéal plus grand, à part en prenant tout l'anneau. D'accord? Strictement plus grand. Hein. Eh bien, propriété, c'est là où c'est bien aussi, en termes de quotient, c'est super chouette, parce qu'un idéal est maximal, c'est seulement si le quotient, du coup, est un corps. OK? Et donc, du coup, conséquence, si A sur I est un corps, A sur I est intègre. Donc, si un idéal est maximal, il est premier. Vous voyez, c'est le théorème que je vous avais dit, que je vais spoiler la vidéo d'avant, que je le démontrerai là. C'est une conséquence évidente, maintenant, quand on connaît les quotients par un idéal, vous voyez? Parce qu'on sait bien qu'un truc qui est un corps, c'est forcément intègre. Donc, du coup, voilà. Un idéal, s'il est maximal, il est premier. Ça devient une conséquence uniquement évidente. Alors, je n'ai pas démontré ça encore, mais rassurez-vous, ça va venir. Hein. Donc, A sur I est un corps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les éléments non nuls de A sur I doivent être inversibles. D'accord? Donc, autrement dit, alors non nul, ça veut dire que A plus I est différent de I, quel que soit A dans A, donc la classe de A plus I, l'élément de A sur I, est différent de I, alors il doit être inversible. C'est-à-dire qu'il doit exister un B tel que, en multipliant A plus I par B plus I, on obtient 1 plus I. Et donc, en multipliant donc c'est AB plus I, ça fait 1 plus I. OK? Voilà. Hein, pour tout A, il doit exister un B tel que A plus B plus I soit égal à 1 plus I. OK. Alors, comment on peut reformuler ça? Eh bien, on peut dire que pour tout A dans A, si A n'est pas dans I, il existe un B, et il existe un I dans I, tel que AB plus I soit égal à 1. D'accord? Je vais juste passer ça de l'autre côté. Hein. Jusque-là, tout va bien. Dire que A plus I est différent de I, c'est équivalent à dire que A n'appartient pas à I. D'accord? Hein, bon, OK. Et dire ça, c'est juste, voilà, j'ai passé le I qui est là, j'ai fait la différence des deux, j'appelle ça I, AB plus I égale à 1. OK? Très bien. Et donc, comment on peut reformuler ça encore toujours un petit peu plus simple? C'est-à-dire, j'ai envie d'enlever le B, ça veut dire quoi? Parce que AB, en fait, c'est un multiple de A. Hein, d'accord? Donc, c'est juste dire, il existe un B, il existe un I tel que ça, je peux juste dire que, en fait, finalement, 1 est dans l'idéal engendré par A plus un élément de I. D'accord? Hein, je reforme ça, quel que soit A, s'il y a un différent de I, et bien alors, il existe un B tel que ça veut dire que 1, finalement, est dans l'idéal engendré par A plus un élément de I. Ok, donc la somme de ces deux idéaux-là. Très bien. Bon, alors on va continuer, donc je vais répéter, là j'ai réécrit la même chose, voilà, on a mis A sur I est un corps, ça veut dire que, voilà, c'est toujours, on a 1 dans la somme des idéaux engendrés par A et par I. Ok,
Donc maintenant, quel que soit J, un idéal de A, c'est un petit rappel, parce que j'en ai déjà parlé la dernière fois sur la vidéo sur les idéaux. Hein, J est égal à tout l'anneau si et seulement si un A est dedans. Okay, donc je refais la preuve vite fait. Si 1 est dedans, ben, en multipliant par n'importe quel élément, ça doit rester dans l'idéal. Donc A fois 1 est dans J, donc J c'est égal à A. Et inversement, hein, c'est encore plus simple. Donc voilà. Hop, si J égale A, je veux dire 1A est dans J. Ok. Alors, maintenant, allons-y. Quel que soit I un idéal de A, ce que je prétends, c'est que I est maximal si et seulement si, quel que soit A dans A, si A n'appartient pas à I, 1 A appartient à A plus I. Autrement dit, c'est ce qu'il y a là. Okay, donc je vais montrer que voilà, si I est maximal, A sur I est un corps, parce que bah, c'est ça l'étape intermédiaire. Okay, donc c'est la même chose que c'est marqué là. Alors pourquoi? Je vais utiliser ça pour montrer ça en fait. Donc allons-y. Preuve. Alors supposons que pour tout A dans A, si A n'appartient pas à I, alors I, bah, je vais montrer ça. Donc si A n'appartient pas à I est strictement inclus dans A plus I, bah, parce que j'obtiens, voilà, il y a A qui n'était pas dans I là. Donc c'est un idéal qui est strictement plus grand que I, quoi. D'accord? Donc si I est maximal, bah, lui c'est tout le monde. D'accord? Lui c'est l'idéal, c'est l'anneau tout entier. Donc 1 est dedans. Donc si I est maximal, ben 1 est dedans. Donc 1 est là-dedans. Donc voilà, ça fait le premier sens. Ok. Donc maintenant le deuxième sens, réciproquement. Donc si je prends un J, un idéal, d'accord? Donc je vais supposer ça. Et J un idéal tel que I est strictement inclus dans J. Bon, ben, c'est-à-dire quoi? Si J est strictement inclus dans I, c'est-à-dire qu'il existe un A qui est dans J et qui n'est pas dans I. Jusque-là, tout va bien. D'accord? Donc bah, du coup, A plus I, c'est un idéal qui est inclus dans J. Jusque-là, tout va bien. Mais 1 est dans I plus J. Regardez. Hein, si A n'est pas dans I, 1 est dans A plus J. Donc 1 est dans J. Mais si 1 est dans J, J c'est tout l'anneau. Donc finalement, s'il y a un idéal J qui contient I, ben J c'est tout l'anneau. Donc l'idéal I est bien maximal. Donc voilà, j'ai montré la réciproque. Donc tout va bien. Voyons maintenant le théorème d'isomorphisme que je vous avais annoncé. Donc prenons un morphisme quelconque d'anneau entre A et B. Ok, bon voilà. Eh bien alors, on peut noter pi, la projection canonique de A sur quart de F, puisque un quart de F est un idéal de A, quel que soit le morphisme. Le noyau, c'est toujours un idéal, donc on peut faire le quotient par ce quart de F, et donc on peut associer à n'importe quel élément de l'anneau sa classe modulo quart de F. Okay, et alors là, où c'est pratique, c'est qu'en fait, on peut voir que finalement, on peut trouver une application F' qui, de A sur quart de F dans im de F, qui est la classe de A sur quart de F associée F de A. Pourquoi? Parce qu'en fait, hein, cette application-là est bien définie. Alors c'est juste F en fait, hein, je définis sur le quotient, quoi. Vous voyez, parce que pourquoi? Parce que en fait, si x est dans A plus quart de F, x c'est A plus K, bah, f de x c'est f de A plus f de K c'est 0, donc ça fait f de x égale f de A. Hein. Vous voyez, quel que soit l'élément dans la classe de A, bah, son image est la même en fait par f. Donc je peux définir f sur toute la classe en fait, puisque vous voyez, quand je classe pour un modulo de noyau, bah, en fait, deux éléments qui sont dans la même classe, ils ont la même image par A, en fait, hein, parce que leur différence c'est quelque chose qui donne 0 en fait. Donc en fait, on peut définir, j'appelle f', parce que c'est pas tout à fait f, mais moralement c'est f, mais ça part pas du même ensemble. Donc voilà, c'est pas le même ensemble de départ, le même ensemble d'arrivée, donc je donne un autre nom, mais c'est celle qui est la classe de A plus quart de F associée f de A. D'accord? Et ça pose pas de problème, on peut choisir n'importe quel autre élément dedans, ça donnera toujours f de A. Ok? Bon, alors maintenant, on appelle I l'application, ça s'appelle l'injection canonique, c'est vraiment un truc qui fait rien, c'est celle qui fait. C'est l'identité, sauf que c'est pas le même ensemble au début et à l'arrivée, vous voyez. Im de F, c'est une partie de B, donc je prends juste l'application qui va de im de F dans B, qui associe Y sur Y, donc c'est presque l'identité. Hein. Bon, on appelle ça l'injection canonique, ok, bon, tout va bien. Ça va bien dans im de F, hein, parce que regarde, c'est évident, F de A, c'est dans im de F, hein, donc voilà. Eh bien, on a un superbe théorème qui dit que finalement, eh bien, on a que l'égalité f est égal à i rond f' rond pi, et que f' est un isomorphisme. Autrement dit, c'est un théorème de factorisation. On peut trouver f comme un produit de trois choses, une surjection, une bijection et une injection. Incroyable, toujours, quel que soit f au début. Et donc ça, c'est un isomorphisme, une bijection, donc c'est chouette. Alors donc, voilà, ça on n'y comprend pas bien, donc le mieux c'est de regarder le diagramme. Je pense que moi je comprends mieux avec le diagramme. Ce petit diagramme-là est un diagramme commutatif, c'est-à-dire qu'on passe dans un sens, on passe dans l'autre, ça doit faire la même chose. Alors, regardez bien, ça, donc là c'est f, hein, f de A, à A associe f de A. Bon là, la projection à A associe A plus quart de F, mais à A plus quart de F, f' il associe f de A, et puis f de A, l'injection, hop, associe f de A. Donc c'est la même chose, vous voyez, je prends un élément, je prends sa classe d'équivalence, hop, je calcule son image de la classe d'équivalence, en fait ça dépend pas, parce que comme c'est modulo noyau, ça dépend pas. Et puis je trouve une image, et puis hop, l'image, je dis qu'elle est dans B, en fait. Donc c'est une bêtise, mais quand même, ça permet, moralement, vous voyez, de transformer n'importe quel morphisme en isomorphisme. Alors c'est pas tout à fait le même, mais il ressemble vachement quand même. Ouais,
en enlevant, bon, ce qui n'est pas très dur, en enlevant tout ce qui n'est pas dans l'image à l'arrivée, ok, on le rend surjectif, et en quotientant par le noyau, on le rend injectif. Et hop, on trouve un isomorphisme qui ressemble beaucoup à F quand même, à partir de n'importe quel morphisme. Ok. Alors, des applications de ça, bah, c'est assez simple, c'est que si je prends maintenant, par exemple, l'application de R de X, des polynômes quotients R dans C, qui à P associe P de I. Ok. Bon, bah ça, vous voyez que c'est facilement, c'est surjectif, hein, parce que les polynômes de degré 1, déjà, ça donne tout C, vous voyez. Donc j'ai un morphisme surjectif cette fois. Bon, bah hop, si je quotiente par le noyau c'est quoi? C'est ceux qui donnent P de I égale 0. D'accord? Alors P de I égale 0, bah, on voit facile à voir, c'est multiple de x au carré plus 1. D'accord? Et bah, du coup, le noyau c'est ça, et bah du coup, voilà. Hop, je quotiente par cet idéal-là, qui est l'idéal engendré par x carré plus 1. R de x sur x carré plus 1, c'est isomorphe à C, voilà. En 2 secondes, vous voyez, tout le calcul qu'on a fait tout à l'heure, en fait, on aurait pu se le garder facilement, en fait, en prenant juste l'évaluation en I. Okay, alors il faudrait définir ce que c'est que I. Hein. Mais voilà une autre preuve en 2 secondes que ce qu'on appelait C déjà avant, c'est la même chose que ce truc-là. Hop, vous voyez? C'est une application surjective, hop, je quotiente par le noyau, pam, j'obtiens un isomorphisme. Plus généralement, si je prends un nombre algébrique, alors un nombre algébrique c'est quoi? C'est un nombre complexe qui est racine d'un polynôme à coefficient rationnel. D'accord? Donc voilà, ça peut être, je sais pas moi, racine de 2, ça peut être I, ça peut être, bref. Donc, si je prends un nombre algébrique là-dedans, dans C, eh bien, je peux considérer l'application qui a n'importe quel polynôme associe f de p, c'est p de alpha. Et donc ça, c'est un morphisme, hein, évidemment, d'anneau et tout, là-dedans. Et puis, eh bien, comme d'habitude, le noyau, c'est un idéal de Q de x, donc c'est un anneau principal, donc il existe un M, okay, un générateur de l'idéal, tel que le noyau soit généré par M. Je vous ai fait la preuve dans les vidéos, hein, j'ai esquissé la preuve que c'était un anneau principal, donc voilà, donc c'est bien ça s'appelle le polynôme minimum de alpha, enfin, un polynôme minimal de alpha, si on le prend unitaire, en fait, après si on divise par le coefficient dominant, alors là on dira que c'est le polynôme minimal de alpha, bon, bref. Et bien du coup, si je quotiente par ça, ben voilà, le quotient Q de x quotienté par ça, c'est isomorphe à donc l'image, hein, l'image de cette application, ben, l'image de cette application, c'est justement tous les polynômes qui peuvent s'écrire de la forme P de alpha, donc c'est ce qu'on appelle Q de alpha, hein, d'accord? Donc vous voyez, on avait avec Q de racine de 2, ouais, par exemple, hein, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, là, quotienté par x au carré moins 2, boum, bah, c'est Q de racine de 2. Et bien plus généralement, voilà, si on prend un polynôme M irréductible, ben, on dira que ça, c'est le corps de rupture du polynôme M. Enfin, je ne vais pas rentrer trop là-dedans, mais c'est pour montrer qu'il y a vraiment plein d'extensions de corps, etc. Des extensions de corps de Q sont fabriquées par des quotients comme ça, quoi. Donc c'est vraiment une notion très importante quand on veut regarder que, voilà, des extensions de corps, des plongements, parce que bah, on prend un morphisme, hop, on prend le noyau et boum, on trouve des isomorphismes, etc., etc. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, ainsi que cette série sur les structures algébriques. Bon, j'en ferai peut-être un peu d'autres plus tard, si vous le demandez, on verra. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi, d'avoir tenu jusque-là. J'espère que ça vous aura intéressé, vous aura donné envie d'en savoir plus. Et puis, je vous dis à bientôt.